Et notamment une fois, une très bonne idée. Je m'étais dit, putain, ça, c'est canon. Faut surtout pas que j'oublie. C'est vraiment un potentiel qui est dingue. Enfin, voilà, c'est une très bonne idée. Et je l'ai oublié. Je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu, mais c'est comme ça. J'en ai eu d'autres derrière. Voilà, mais il faut en oublier le moins possible. Sinon voilà. Je m'appelle Benjamin Rimajou, j'ai 35 ans et j'ai une passion pour l'invention, on va dire, pour inventer des choses qui n'existent pas. Donc j'adore bricoler, évidemment, je suis un gros bricoleur. Okay. Et j'ai eu l'idée de Opoly il y a 4 ans. Ok. Et qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, dans la vie ? Ce qui me fait vibrer, ça va vraiment être voilà, de trouver des solutions, des choses qui n'existent pas, de réfléchir, comme on dit, en dehors du cadre, de pas rester dans le côté conventionnel pour réfléchir, mais de réfléchir un petit peu, parfois à contre-courant des pensées habituelles, ou au moins d'améliorer ce qui existe comme courant de pensée pour réfléchir à de nouvelles choses. Voilà, ce qui me fait vibrer, moi, c'est vraiment on va dire de trouver des choses innovantes. Ok. Voilà. Et comment tu fais pour ça ? Est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier ? Est-ce que tu as des petites techniques qui te permettent de justement sortir du cadre, penser différemment ? Bonne question. Alors déjà c'est un état d'esprit. Déjà c'est un état d'esprit qui est là toujours, tout le temps. C'est pas je me dis je vais me prendre une demi-heure pour réfléchir autrement. Okay. Non, c'est je pense un sacré état d'esprit. Toujours être en train de réfléchir sur les choses que je vois, les objets un peu partout, à me dire mais ça c'est pas bien fait. Mais ça m'énerve, mais pourquoi ? Voilà, c'est jamais être entre guillemets satisfait de tout. Il y a toujours des petites choses, des petites insatisfactions dans la vie qui font que on se dit ok, je suis insatisfait par rapport à ce petit truc, ce système qui fonctionne pas bien, par exemple, voilà, à la maison, quand je fais le ménage, ce petit truc ça fonctionne pas bien, ça me provoque pas des problèmes, mais ça m'agace, il y a un truc qui m'agace dedans. Comment je vais faire pour l'améliorer? Voilà, comment je vais faire pour trouver la solution en fait. Et c'est un état d'esprit qui est là tout le temps en fait. C'est pas par session, je me force pas à être comme ça. C'est voilà, naturellement. Ok. Toi, ton job sur Terre, c'est de voir le monde et de l'améliorer, quoi. Je dis souvent que j'ai envie d'améliorer, pas le monde quelque part. Oui, voilà, c'est envie de faire du mieux en fait. Ouais, de faire du mieux, d'améliorer les choses. Ouais. Ok. Et quel est toi ton parcours avant d'arriver ici maintenant à porter ce projet-là ? C'est quoi ton parcours ? Alors parcours assez atypique, 3 bac+2, donc un premier bac+2, un DUT GEA, gestion des entreprises, un autre DUT derrière TC, technique de commercialisation, ensuite un DUEI, donc Erasmus, une année comme ça, juste en plus en Angleterre. Et puis ensuite, je ne savais pas quoi faire de mes 3 études qui étaient très larges. Donc je me suis dit que j'allais être animateur radio et donc je suis devenu animateur radio sur principalement Virgin Radio pendant 7 ans et j'ai tout quitté pour lancer Opoly, voilà. Ok. Quand j'ai eu l'idée de Opoly. Alors Opoly, est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr, évidemment, je suis là pour ça. Opoly, ce sont ces 2 petites pinces. Donc c'est en acier. Vous avez une pince derrière, là, ça se met sur le haut de la porte de la chambre. Et ensuite, grâce à ce système, on vient enfiler la housse de couette en moins d'1 minute et en enlevant quasiment tous les efforts physiques. Donc c'est un produit qui est résistant, qu'on a vraiment développé, qu'on a mis vachement de temps à développer et qui a remporté la médaille d'or du concours Lépine. Ok. Et comment elle est venue cette idée ? Comment c'est né ? C'est quoi son histoire ? Alors, j'étais sur mon 31 mars 2016, précisément, il est juste après-midi, il est 14h05 on va dire, et j'ai mangé et j'ai envie de bricoler cet après-midi-là, j'ai rien à faire l'après-midi, j'ai envie de bricoler mais je ne sais pas quoi. Et je me dis, mais putain, j'ai vachement envie de bricoler là, j'ai envie de prendre un petit break pour bricoler. Et je me suis dit, si tu sais pas quoi faire, mets-toi un défi. Essaie de résoudre un de tes problèmes de la vie quotidienne, on va dire, quoi. Et là, je me dis, la housse de couette, quand même, ça m'énerve.
clairement ça m'énerve. Donc je me dis, ok, essaye de résoudre, de trouver un petit système, un petit outil qui va te permettre de le faire toi et puis qui t'aidera comme ça à faire la hausse de couette puisque c'est moi qui changeais les draps. Et puis du coup j'ai commencé à réfléchir et puis j'ai eu l'idée en fait de mettre ça sur le haut de la porte de la chambre et en 2 heures donc j'ai fait des prototypes. Enfin, j'ai fait un premier prototype en 2 heures. Je l'ai essayé et c'est quand je l'ai essayé que je me suis dit waouh, enfin j'ai réalisé en fait l'intérêt de l'outil que je venais de créer. Et donc je me suis mis à le développer. J'ai tout lâché pour le développer. Voilà. Ah ouais. C'est parti tout bête sur mon canapé. Ok. Ça, c'est hyper chouette. Hein. Mais parce qu'une fois de plus, je suis tout le temps aussi en train de chercher. Je l'ai fait naturellement et naïvement. Je me suis dit, je vais trouver un truc pour moi. Moi, ce que je voulais, c'était juste trouver un outil pour moi. Je voulais juste trouver quelque chose qui m'aide dans une des tâches quotidiennes, le fait de changer la housse de couette. Parce que ça m'énervait. Donc, c'est un truc que je comptais garder pour moi à la base. Et quand j'ai compris le concept, quand je l'ai essayé la première fois, là, je me suis dit, ah ok, non, c'est pas possible de garder pour toi en fait. Il y a trop de potentiel, donc go. Waouh. Ah, c'est dingue. Trop génial. Ok. Donc après avoir essayé le premier prototype et avoir validé techniquement que ça fonctionnait, parce qu'il y a plusieurs étapes de validation, la validation technique d'abord, voilà, elle fonctionnait, il a fallu quand même que je prototype beaucoup parce que le modèle, le prototype que j'avais fait, la pince était très bien, mais il fallait ouvrir la pince à une main pour glisser le coin de la housse de couette avec l'autre main. Donc il fallait les 2 mains. Et moi je voulais qu'on ait qu'une seule main, je voulais que ce soit plus pratique et je voulais vraiment trouver une pince où on puisse pincer efficacement la housse de couette qui est fine, autant que la couette qui est épaisse, molletonnée et qui repousse les mâchoires donc qui est très difficile à pincer une couette. Donc j'ai fait des prototypes en impression 3D, donc au Fun Lab, le Fab Lab, le laboratoire de fabrication qui se trouve à Tours, à Mam, juste ici à quelques mètres. Et donc j'ai fait des prototypes en impression 3D, j'en ai fait 25, jusqu'à trouver la pince. Donc là, une fois plus validée techniquement, mais la pince en elle-même qui me permettait de pincer efficacement. Et donc c'est une pince comme ça. On vient tout simplement pousser comme ça avec le coin de la housse de couette dans la main. Et quand on retire, ça vient pincer, ça garde le coin de la housse de couette. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais valider pour que le produit soit au plus simple. Voilà, donc ça m'a pris 10 mois comme ça d'impression 3D. Et ensuite, une fois que j'ai validé techniquement, j'ai commencé à faire la validation aussi esthétique. Donc là, je me suis associé à un designer qui est un ami à Paris, Cyril Rivoire. Et du coup, voilà, j'ai fait le design. On a fait ensemble le design de ce produit-là. Et on a fait des prototypes. On a fait 3 prototypes en usine. Puisqu'il a évolué aussi, on n'a pas fait directement celui-ci, on est passé par différentes étapes et donc 3 prototypes en usine, donc en tout 28 prototypes pour arriver à sortir le dernier proto, le produit final. Et ensuite ça a été lancement du produit. Je n'avais pas le cash nécessaire pour lancer la première production parce que lancer un produit comme ça, j'en avais pour entre 30 et 40 000 euros pour la première production, ce que je n'avais pas. Donc j'ai fait un crowdfunding, une campagne de financement participatif qui a très bien fonctionné. On a fait 141% de l'objectif. C'était suffisant pour lancer une première petite production. Donc ça a permis comme ça donc crowdfunding, une campagne de financement participatif. Les gens se cotisent, on va dire, pendant 1 mois et reçoivent le produit 6 mois après. Ça permet de lancer la production à la fin du crowdfunding, à la fin de la campagne de financement participatif. La production a été lancée, on a envoyé les contributions, enfin les récompenses aux contributeurs, comme on appelle. Et ensuite de ça, ça a été, c'est parti. On a lancé quelques semaines après les ventes sur le site internet et quelques mois après, on a gagné la médaille d'or du concours Lépine et là, ça a été le boom énorme. Comment cette aventure-là 12 jours de concours. Il faut avoir un stand sur le concours Lépine. Le concours Lépine se passe pendant la foire de Paris. Donc c'était en avril-mai 2019. Et du coup, 12 jours sur la foire de Paris à faire des démonstrations envers le public. Donc autant te dire que c'est un des stands qui
qui draguait le plus de gens, 12 jours de foire de Paris et 500 démonstrations. Donc j'ai changé ma housse de couette 500 fois en 12 jours. Ça a été plutôt éprouvant. Mais voilà, ça m'a permis de voir derrière que j'ai eu la médaille d'or et que ça a fait une très très grosse visibilité partout en France. On a fait 30 millions de vues sur le produit sur Facebook, on est passé dans tous les médias, donc voilà, c'est plutôt de bon augure. Ouais. Donc, concours Lépine, bon boost quoi. Ouais. Ensuite, il s'est passé quoi après ça? À la suite du concours Lépine, ça a été grosse rupture de stock parce que j'avais pas prévu autant de commandes. Et puis en suivant, on a continué comme ça à écouler. Donc on a eu le stock rapidement et on a continué à développer le produit, à développer l'entreprise aussi, puisque fin 2019, la première salariée arrive qui s'occupe de la com et du marketing. Pour faire tout ce qui est réseaux sociaux, newsletter, service client, etc. Donc on développe l'entreprise au fur et à mesure. Par contre, il y a un nouveau projet pour l'entreprise puisque il y a un potentiel avec d'autres produits derrière, puisque nous on a d'autres produits en invention qu'on aimerait aussi pouvoir sortir. On ne pourra pas en parler malheureusement parce que c'est pas encore déposé, mais il y a des produits qu'on aimerait développer et commercialiser. Et du coup, le nouveau projet de l'entreprise, c'est de faire une levée de fonds pour pouvoir justement salarier 4 à 5 personnes d'ici 18 mois pour pouvoir rentrer d'autres produits et développer d'autres inventions. Alors les 3 grandes qualités, c'est, on va dire déjà il est en acier. C'est on l'a voulu durable parce que moi je ne supporte pas ce qui se casse et ce qui se jette comme beaucoup de gens aujourd'hui. C'est la mouvance aujourd'hui et c'est très très bien. Donc un des grands atouts c'est quand même d'être en acier. Ensuite c'est je dirais un des atouts qu'on a mais qu'on a monté nous, c'est vraiment, et c'est un choix, c'est une volonté, c'est le fait d'avoir un vrai service client, d'être vraiment proche des gens pour apprendre à l'utiliser parce qu'il y a il faut le prendre en main quoi. Ça ne le fait pas à votre place. Ça vous aide à changer la housse de couette, ça aide grandement, très largement, mais il faut apprendre à l'utiliser, c'est normal. Du coup, on est vraiment très présent nous et on est vraiment très proche au maximum de nos clients pour être toujours là. Dès qu'ils ont une question, on leur répond à tout le monde. C'est vraiment, ils peuvent venir vers nous, il n'y a pas de souci. Et le troisième grand atout, on va dire, c'est tous les gens dont on s'est entouré. Le fabricant du métal qui est super top. On a toute une chaîne de production, une chaîne d'approvisionnement qui est très carrée et qui est très pro. Voilà, toute la chaîne d'approvisionnement, elle est super carrée et c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Donc on a vraiment monté une chaîne de production qui est pro et qui est carrée, et notamment la fabrication qui se passe à Tours, juste à côté de Tours, à Joué-les-Tours, dans un ESAT, un établissement qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Donc c'est eux qui vont faire l'assemblage, mettre les étiquettes, les patins, le mettre dans le packaging, etc. Et ils sont absolument géniaux et je suis très très content de travailler avec eux. Et il y a aussi cette dimension sociale dans le projet que j'ai toujours voulu et qui est très importante pour moi. Et c'est vraiment un choix de faire fabriquer en France, déjà pour continuer à faire vivre notre tissu économique forcément, et en plus avec la mission sociale de faire travailler les personnes en situation de handicap et de leur proposer un travail. Donc c'est toutes les personnes dont on s'est entouré, je dirais, ça c'est un des gros atouts aussi du projet qui est devenu une entreprise. Et alors, qu'est-ce qui toi t'a permis de vraiment de développer cette chaîne de production et de rencontrer les bonnes personnes Qu'est-ce qui m'a permis? C'est de chercher. J'ai appelé des gens. Alors, quand on cherche des partenaires pour distribuer, mais aussi pour fabriquer toute la chaîne d'approvisionnement, il faut passer beaucoup de coups de téléphone. Il faut appeler, il faut se renseigner, il faut aller voir, il faut rendre des visites. Il faut vraiment pas hésiter à multiplier les contacts, parce que trouver les bonnes personnes, c'est pas si simple. C'est pas parce que la première personne vous dit oui, je peux le faire que c'est la bonne.
Clairement pas. Il faut les mettre, il faut comparer tout le monde parce que certains ont des avantages, d'autres non, d'autres aussi, mais sur des points différents. C'est quand même des choses qui sont très différentes. Les projets sont très complexes, donc ils ont tous des avantages sur des points qui sont différents. Donc il faut arriver à comparer tout ça. Donc voilà, il faut vraiment passer beaucoup de coups de téléphone. Et pour comparer, comment ça se passe toi? Est-ce que tu poses tout sur une feuille et ensuite tu te dis moi ça c'est quand même vachement mieux, ou est-ce que c'est un peu au feeling? Les deux évidemment. Il y a beaucoup de feeling parce que en plus quand on démarre un produit, quand on démarre un projet, on n'est pas quelqu'un de sérieux vis-à-vis des industriels. On n'est pas un grand groupe, on n'a même pas l'argent. Moi quand je suis parti les voir, je n'avais même pas l'argent parce que le crowdfunding, la campagne de financement participatif n'était pas encore déroulée, c'était pas encore déroulé, donc j'avais pas l'argent. Donc ok, je leur disais ouais machin, ouais très bien, on va pouvoir le faire machin. Mais eux donc me faire confiance, c'était pas facile évidemment. J'étais pas un grand groupe, donc ça c'est pas facile. Alors, première difficulté, l'argent. Clairement, on va pas se cacher. L'argent, sortir un produit comme ça, comme je disais, le prototypage, ça coûte cher. Lancer la première production, il y en avait pour 30-40 000 euros. Et le prototypage, en général, ça va être 10-15 000 euros. Si on fait appel à un bureau d'études, voilà. Donc, on va commencer par le prototypage. 10-15 000 euros dans un bureau d'études. Ça veut dire quelqu'un qui va prendre le dossier et qui va vous dire le mieux c'est en acier, on va plutôt faire comme ci, on va faire comme ça, je vais vous le dessiner comme ça. Nous ce qu'on a fait c'est que donc j'ai fait le design esthétique avec un ami et le prototypage je l'ai fait moi dans un Fab Lab. Le Fab Lab ça m'a coûté 340 euros. En 10 mois, j'ai fait 25 prototypes imprimés en 3D qui m'ont coûté 340 euros. Donc, c'est quasiment rien du tout. Donc, on peut aujourd'hui prototyper un produit industriel sans avoir d'argent. Ensuite, une fois qu'il est fait, une fois que j'ai été voir les industriels, ils m'ont dit c'est bon, on peut vous le produire pour tant. Chaque pièce coûtera tant d'euros. Il faut le lancer. Donc, on va le lancer. Et puis là, ils nous demandent un acompte, sauf que j'ai pas l'argent. Donc là, deuxième grosse difficulté, c'est trouver l'argent pour lancer la production. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, campagne de financement participatif, qui a eu plusieurs effets évidemment. Le premier, c'est de trouver l'argent pour lancer la première production évidemment. La deuxième, c'est de faire la communication sur le produit, parce que pendant un mois, la campagne dure un mois, il y a eu beaucoup de communication sur le produit. Il y a une page aux États-Unis qui s'appelle Insider à New York qui m'appelle en me disant on aimerait bien mettre une vidéo de votre produit sur notre page parce qu'on le trouve canon. J'ai fait ok, allez-y, faites-le. Donc j'ai signé l'accord et ensuite ça a été le buzz énorme dans le monde entier. On a fait 12 millions de vues à ce moment-là. Voilà, ça c'est le deuxième effet de la campagne de financement participatif, c'est la communication. Et le troisième, c'est l'étude de marché, la commercialisation. Enfin, étude de marché parce qu'on va voir réellement, on confronte le produit au marché et on va voir si ça fonctionne ou pas. On va voir s'il y a du répondant ou pas, s'il y a des clients ou pas, clairement, s'il se vend. Et donc c'est très bien vendu, on l'a vendu dans 34 pays. Donc voilà, ça a été plutôt très positif. Donc c'était ma deuxième grande difficulté, c'était de trouver l'argent pour lancer la production et c'est le crowdfunding qui m'a permis de trouver cet argent-là. Okay. Est-ce qu'il y en a eu d'autres choses que tu rencontres ou est-ce que tout a vraiment... Trouver les producteurs, trouver les fabricants, on en parlait tout à l'heure. Trouver les fabricants, grosse difficulté quand même. C'est complexe. C'est complexe, c'est long. C'est long, c'est vraiment... un peu, là, tu t'es dit... Ok, va falloir que je trouve un mec pour faire du métal, des personnes pour ça. Exactement. Donc moi j'ai 7 usines en tout. Compliqué. Et les 7 usines, et j'en ai une dernière, une huitième qui s'occupe, c'est les AT, qui s'occupe d'assembler le produit. Il y a le métal, il y a les étiquettes de couleur, il y a les patins antidérapants, les patins mousse, il y a le packaging, il y a les notices, parce qu'on a aussi une notice super bien faite et tout. Voilà, il y a plein d'usines en fait. Et au final, il faut arriver à tous les trouver. Compliqué, donc il faut appeler, il faut beaucoup se renseigner, appeler, faire des tests avec eux, même eux ils ont fait du prototypage. Il faut savoir que le patin antidérapant c'est un matériau qu'on a fait développer nous, donc personne ne peut avoir celui-là. Aujourd'hui il n'est pas disponible sur le marché, il n'y a que nous qui l'avons fait faire. Il y a plusieurs matériaux comme ça qui sont développés un peu pour nous, quoi. Donc les patins mousse c'est un peu pareil, voilà. Les étiquettes aussi de couleur.
Donc voilà, non, c'est beaucoup de travail là-dessus. Ça prend énormément de temps. Et voilà. Et puis il y a aussi donc beaucoup de recherches sur Internet pour trouver les bons et des visites dans les salons. Il y a beaucoup de salons qui existent pour l'industrialisation des différents matériaux, etc. Donc voilà, visiter les salons pour rencontrer les bons interlocuteurs. Ok. C'est une bonne question qui est complexe parce qu'il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui. Déjà, je pense que peut-être un outil qui recense les outils, justement. Il y a tellement de choses qui existent, le plus dur, c'est de les trouver. C'est pas de trouver, tout existe. C'est de trouver les outils, de les connaître. Aujourd'hui, je découvre des outils qui m'auraient bien aidé à l'époque. Mais je dirais que l'outil qui m'a manqué, moi, celui qui est le moins développé lorsque j'ai ce besoin-là, moi, c'est le besoin de trouver des conseils d'autres entrepreneurs qui, eux, ont réussi. Quand on vient me voir, moi, parce que ça fait 4 ans que j'ai lancé le projet, j'ai quand même vu beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses à apporter aux autres qui démarrent. Quand on vient me voir, je suis toujours très généreux sur les conseils, sur les mises en relation. C'est important, c'est super important. Les contacts, en fait, de faire des contacts entre entrepreneurs. Et moi, j'hésite pas aussi à aller demander de l'aide en général aux entrepreneurs qui sont ici. Il y en a un qui est juste là, il y en a un autre là-bas. J'ai des gens que j'ai rencontrés qui sont devenus des amis aussi, qui m'aident, qui me donnent des conseils. Donc dès qu'il y a un truc que je sais pas faire, je vais les appeler. Dis-moi, je sais pas du tout faire ça. Est-ce que tu peux m'aider? Ah bien sûr et tout. On va se boire un café. Voilà, ce genre de mise en relation, c'est vrai que j'ai jamais trouvé d'outils qui m'aident à poser des questions. Par exemple sur, je sais pas, au début, j'ai eu des gros soucis moi pour savoir comment construire une offre de prix. Construire une offre de prix pour la grande distribution, c'est particulier. Savoir quelle marge il faut leur accorder, quelle marge il faut que je garde, quel outil utiliser pour construire cette offre de prix. Voilà, c'est quelque chose qui sont assez complexes. Comment est-ce qu'on livre dans une grande surface? On livre quoi, dans un entrepôt ou à toutes les grandes surfaces? Est-ce que c'est à moi à livrer? Est-ce que je dois aller dans les grandes surfaces pour vérifier que mon produit est bien mis en rayon? Énormément de questions qui sont assez complexes et qu'on ne peut pas savoir en cherchant sur Internet. Voilà, un outil qui permettrait de mettre les gens en relation, les entrepreneurs en relation. Il y a des réseaux d'entraide, mais voilà, moi j'ai jamais trouvé l'outil qui me convenait réellement, qui soit facile et simple d'utilisation et sans condition pour rentrer dans l'outil. Ok. Et là, tu as dit trouver au tout début un outil qui recenserait tous les outils. Est-ce que là, tu aurais peut-être 1, 2, 3 outils que tu trouves vraiment pas mal, que toi tu utilises et que tu conseilles à la personne qui regarde cette vidéo Pour les projets, clairement, il faut un outil de gestion de tâches, on va dire, genre Trello. Bon, Trello, c'est le number one et voilà. Il y en a plein d'autres qui existent. Regardez aussi les concurrents. Moi, j'utilise Trello. Clairement, j'ai un gros Trello avec plein de colonnes. Il y a beaucoup de rouge là en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est aussi quelque chose d'assez stressant du coup parce que quand on voit qu'il y a beaucoup de rouge et qu'on n'arrive pas à les faire passer en orange ou en vert, c'est compliqué. Mais voilà, Trello est un très bon outil pour s'organiser. Il faut être carré. Il faut s'organiser, il ne faut pas oublier des choses. Il y a des fois où on pense à un truc et il faut vite le noter, sinon on l'oublie et c'est une opportunité perdue. Quand on pense à quelque chose et qu'on l'oublie, c'est une opportunité perdue qui peut éventuellement faire décoller le projet, qui peut faire exploser le projet même parfois. Donc voilà, Trello on va dire, principalement, clairement. Après dans les outils, moi je suis très Evernote aussi, je note tout ce qu'on s'est dit avec les gens, tous les dossiers. Evernote, c'est des notes, un carnet de notes. Il y en a énormément qui existent aussi, ça c'est pas un souci. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Oser. Il faut oser. Il faut entreprendre, surtout aujourd'hui avec ce qui vient de se passer, les mois derniers avec le Covid, etc. Avec toute la difficulté économique dans laquelle on est. Il ne faut pas avoir peur pour autant, il faut y aller clairement. On est là pour améliorer le monde, pour améliorer les choses. Donc oser entreprendre et en gardant
très important, une morale, une éthique, et en améliorant le monde. Donc oui, en faisant travailler les personnes en situation de handicap, oui, en essayant de faire travailler le tissu local, oui, en étant présent auprès des gens, en créant du lien, en aidant et en ayant un impact positif sur le monde dans lequel on vit. Merci à toi. Why does my soul